on va se faire un petit peu les lectures manga. D'abord, comme d'habitude, hein, vous connaissez le programme, on va pas faire de planning, hein. Là c'est bon, le planning on l'a fait déjà, c'est bien. On passera à autre chose, hein. Par contre, les lectures manga, il y a pas mal de petites choses. Donc déjà, on va parler de... Il y aura deux mangas que j'ai chroniqués de manière plus détaillée. Et ensuite, il y aura quelques petites lectures. Il y en aura quatre autres où ce sera des petits retours rapides de lecture où j'ai pas pris beaucoup de notes. C'est un peu les souvenirs, quoi, hein. C'est plus l'impression qu'autre chose. Donc on va avoir... j'ai une caméra pour ça. On va en profiter. On va avoir donc EQ qui avait été la sélection des abonnés depuis au moins 3 ou 4 mois. Je ne sais plus depuis combien de temps, mais voilà, on a EQ, donc ça c'est bon. Et on va aussi parler, hop là, de la planète verte que j'ai lu et j'avais envie d'en faire une critique dessus aussi. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère. Donc moi c'est la première édition de EQ que j'ai, hein. J'ai pas la nouvelle de, de Sarbacane. Oui, c'est vrai qu'Arnaud, toi tu l'aimes pas le planning, je me rappelais plus. Je me rappelais plus. EQ. Oh, attendez, je reprends mes notes. Voilà. Allez. Salut Calice. Donc EQ. Donc moi ça fait un petit moment que ben voilà, je devais le lire à la suite justement du vote des abonnés. Alors j'avoue j'ai un peu manqué de temps, beaucoup trop de choses à lire et tout. Donc j'ai pas mal repoussé avant de m'y plonger. Et en plus c'est bon, c'est une lecture où il faut quand même un peu plus exigeant, donc il faut pas non plus trop attendre entre deux lectures. Voilà. Et là cette fois c'est fait, donc je vais vous parler d'IQ, donc de Hisashi Sakaguchi, donc un auteur où il y a Fleur de Pierre qui est chez Sarbacane, non, c'est pas Sarbacane, pardon, c'est Revival, excusez-moi, chez Revival. Donc IQ, c'est une série qui a été découverte assez tôt en France, hein, parce que cette édition, elle date de 96, donc c'était vraiment au début du manga, dans les premières séries, et c'était Glénat, donc cette édition-là, qui l'ont publié. Moi, j'ai dû l'acheter vers le début des années 2000, et c'est vers là que j'ai dû lire IQ la première fois. Et il y a une autre édition qui est parue aussi chez Vent d'Ouest, c'est une édition toute rouge. Je pense que sur Manga News, on peut avoir des couvertures. Je vais vous sortir ça. C'est intéressant de voir les couvertures qu'il y a. Manga News EQ. Hop. Et édition VF. Voilà, je vous montre. En fait, voilà. Il y a eu donc les 4 éditions, là, celles que j'ai. Il y a eu ces 5, même 6 volumes. C'était des volumes qui étaient énormes. J'avais vu une fois 1 ou 2 volumes d'occasion, je sais plus où. Et vous voyez, chaque fois, ça fait des images qui se suivent là. Et vraiment, beaucoup trop grand en fait. C'était même pas où les ranger. Par contre, en termes de taille de planche, c'était assez incroyable. Et là, aujourd'hui, vous avez en 2023, il a fallu attendre 20 ans pour retrouver EQ, et il y aura aussi 4 volumes. Donc, une fois que ça s'est dit, de quoi parle ce manga? Donc, on va suivre. Alors, mon édition, elle a bien vécu, hein, vous voyez. Donc, on va être tranquille. Hop là, donc je commence par les premières pages. On va suivre du coup EQ, qui est le fils illégitime de l'empereur, qui est envoyé par sa mère dans un monastère afin de devenir un moine bouddhiste. Et le récit va s'attacher à retracer son parcours spirituel pour atteindre l'éveil, mais aussi son parcours humain, dans un Japon qui est en proie aux guerres civiles et aux luttes de pouvoir, et avec une hypocrisie religieuse omniprésente. Et donc l'œuvre, elle s'ouvre sur justement un vieux bonhomme qui est ivre, qui sort de la maison de plaisir, hein, des plaisirs, et qui est vêtu de haillons de moine en lambeaux, tout poussiéreux, et qui, sous les regards scandalisés méprisants des passants, en fait cet homme c'est EQ lui-même,
qui semble, en tout cas c'est un moine qui semble s'être détourné du droit chemin que la religion était censée lui indiquer, et c'est un moine qui semble s'être un peu perdu dans les plaisirs de la chair et de l'alcool. Et ensuite, une fois cette petite introduction, Sakaguchi nous plonge directement dans le Japon du XIVe siècle, donc en 1394, et au cœur d'une période assez troublée par les guerres de territoire et les intrigues politiques. On le voit ici. Et donc, vous l'avez compris que dès le début, l'auteur, il va pas se contenter de relater la vie d'un moine de manière académique, et un moine qui a réellement existé, mais il va plutôt chercher à dépeindre en fait une fresque du Japon médiéval où la religion et l'instabilité politique s'entremêlent et déterminent à la fois le destin du peuple et de Ikkyu. Et donc après cette introduction, on va suivre Ikkyu qui de son enfance quand il a 6 ans jusqu'à sa mort. Et en fait, Sakaguchi va entrecouper toute son évolution à chaque âge par des épisodes historiques qui enrichissent comme ça le contexte qui va être assez dense et rigoureusement documenté. Donc Ikkyu, c'est le fils illégitime de l'empereur. Alors il y a des sources qui ne sont pas encore 100% statuées là-dessus, mais en tout cas Sakaguchi, lui, il part sur ça. Et il est conduit au monastère. Il est quasiment abandonné par sa mère, puisque sa mère n'est pas une concubine, elle est plus une maîtresse qui ne vit pas dans le château. Et sa mère abandonne son fils dans le monastère sous la promesse que s'il devient un moine imminent, il pourra la revoir un jour sans problème. Et donc, le petit Ikkyu, qui est un enfant qui est particulièrement intelligent, très vite, il va commencer à se distinguer des autres novices, ce qui suscite rapidement la jalousie et l'animosité des autres pratiquants, élèves du monastère. Et l'auteur va rien épargné de la réalité des lieux, c'est-à-dire entre cette hiérarchie officieuse entre les élèves, des abus d'autorité, parfois même des abus sexuels. Bref, une belle hypocrisie religieuse constante. Certains sont là justement parce qu'ils fuient la guerre ou la misère, et non pas pour des questions de religion. Et d'autres sont juste là pour profiter de la sécurité du monastère, puisqu'ils savaient que là, ils pouvaient éviter d'aller combattre ou être directement contraints face aux guerres. Et Sakaguchi, il dépeint justement un univers spirituel qui est gangréné par la lâcheté, la cupidité, le mensonge, et ce qui est une situation assez ironique, vu leur formation et leur choix de vie, parce qu'on est quand même censé s'éveiller et ne pas aller dans ces travers-là. Donc on découvre que la pratique du zen, elle est d'une rigueur assez inhumaine, elle est vidée de toute compassion, ils se font frapper s'ils ne le font pas comme il faut, etc. Et en fait, l'éveil, ça devient un peu plus une simple énigme à résoudre. C'est quelque chose d'assez cryptique, et on dirait que c'est l'énigme du père Fouras dans Fort Boyard, et une fois que tu as la réponse, c'est bon, tu as trouvé l'éveil, quoi. Donc c'est une quête qui est un petit peu absurde, qui est presque mécanique, et c'est ce que l'auteur va essayer de dépeindre dans la manière que la religion l'enseigne. Et malgré tout ça, en fait, très rapidement, Ikkyu va atteindre l'éveil très tôt. Mais en fait, cette clairvoyance ne va pas lui apporter ni récompense ni paix. Elle ne fait qu'attiser davantage justement la jalousie et le rejet des autres. Et il comprend peu à peu que malgré ses prières incessantes, les guerres, la souffrance qui persiste sur Terre ne s'arrête pas. Et comme si la religion, elle restait impuissante face à la réalité du monde. Et c'est là où il va décider de partir sur les routes, et il va aller à la rencontre d'autres moines. Je vous raconte le premier volume, en gros. Donc c'est vraiment le lancement de Ikkyu.
Et il va multiplier les expériences, les enseignements très contradictoires des différents maîtres. Et en fait, chaque rencontre va élargir son regard et va creuser aussi son désarroi. Et finalement, il va découvrir la faiblesse des hommes, la vanité du pouvoir religieux, le fossé grandissant entre la spiritualité et l'institution, en fait. Et peu à peu, en fait, sa foi va vaciller jusqu'au jour où il décide de vivre selon ses propres principes. Et de céder au désir terrestre, à la chair, l'alcool, etc. Tout en continuant à vénérer le Bouddha, mais sans hypocrisie et sans misérabilisme du personnage. Et il va choisir la simplicité, c'est-à-dire vivre de peu. Pour lui, le ciel, c'est son seul toit, dans une sorte de forme de liberté absolue qu'il a lui-même choisie. Et c'est là que réside justement tout l'intérêt du récit, c'est-à-dire que IQ, il trace sa propre voie, une voie qui est hors des conventions. Il dénonce comme ça la corruption d'un clergé qui, lui, est avide de pouvoir et de cruauté dans ce monde où les riches, en fait, se barricadent dans leur château, tandis que le peuple, lui, meurt de faim dans la misère, ou sous des guerres de territoire, sous le sabre des guerriers. Et il montre aussi que, au fur et à mesure du récit, par l'exemple, en fait, la mise en place de l'enrichissement de la religion et l'implication dans la vie politique, et que ce soit dans toutes les strates de la population. C'est-à-dire, c'est comme les marchands, par exemple, ils font n'importe quoi, mais ils vont payer les moines pour se faire laver de leurs erreurs, et du coup, tranquille, ils peuvent recommencer, ils iront au paradis. Et puis ils repayeront, donc ils payent leur paradis, quoi. Donc on est totalement dans l'absurdité de la situation, et même le peuple doit payer des tribus pour avoir la sécurité du Bouddha. Si tu ne payes pas, le Bouddha, il ne peut pas te sauver. Donc il va montrer tout ça par l'exemple au fur et à mesure. Et donc IQ, lui, ne prêche pas, il ne cherche pas à convertir. En fait, il incarne une sorte de sagesse vivante, souvent assez ironique, assez moqueur dans les situations. Il y a une bonhomie générale, mais il est toujours lucide. Et voilà, et sans s'imposer, en fait, il n'hésite pas à remettre quelqu'un à sa place si la situation le permet, et comme je disais, tout en gardant ce côté un peu décalé, bonne humeur, où il va faire des comparaisons un peu absurdes pour faire comprendre à la personne qu'il fait n'importe quoi. Donc IQ, c'est un manga qui va pousser en fait à la réflexion. Il va inviter à questionner sur nos certitudes, en fait, sur nos actions, sur notre rapport au bonheur. Et en fait, Sakaguchi, il en fait un peu une sorte de parabole spirituelle, c'est-à-dire qu'il oppose l'harmonie et la sérénité intérieure comme étant le paradis à la colère qui représente comme l'enfer. Et qui ne permettrait pas à l'homme en fait, d'être libre, autant physiquement que spirituellement, pour dire finalement le paradis il est à l'intérieur de vous, et re-questionne-toi sur ce que tu fais, sur tes centres d'intérêt, tes actions, pour trouver ce paradis. Donc c'est une œuvre qui est profondément humaine, tant par son propos que par son approche du spirituel. Et en fait, en gros, cette œuvre, elle montre qu'il existe d'autres chemins, à condition d'accepter aussi de remettre en cause son confort, ses principes et ses préjugés, et de voir le monde différemment. Par contre, IQ, c'est un manga qui peut se relever, enfin être assez exigeant en lecture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rappels et notions historiques dans le titre. Au niveau des empereurs, au niveau des personnes qui... l'empereur, ou plutôt des personnes qui gèrent les domaines, etc. Et tous les conflits politiques, la rivalité, il y a même une rivalité dans des troupes de no qui trouvent grâce au niveau de la noblesse, et qui rajoute en fait une densité presque un petit peu encyclopédique au récit, qui peut le rendre un peu difficile d'accès. Et c'est vrai que la première fois que je l'avais lu il y a très longtemps, j'avais ce truc où c'est vrai que le côté histoire du Japon, il est un peu lourd, un peu long. Par contre, tout le reste est génial. Et c'est vrai que l'histoire du No, où il y a ces deux troupes, l'une remplace l'autre, etc.,
C'est une troisième histoire parallèle et ça fait des fois un peu beaucoup. Des fois on se dit mais pourquoi tu me parles de ça? Enfin, voilà, il a été très généreux en contenu. Malgré ça, ben, je peux que vous recommander EQ. Ça reste une lecture qui élève. C'est une lecture qui interroge et qui, en fait, je l'espère, en fait, amènera en fait tout le monde, enfin tous les lecteurs, à réfléchir à ses convictions, réfléchir à son rapport au monde dans lequel on évolue. Même aujourd'hui, 7 siècles plus tard, ça marche toujours en fait. Et peut-être justement, tour à tour, emprunter certains de ces principes pour changer, s'améliorer, évoluer, créer un monde meilleur, surtout dans le monde actuel où je pense qu'on a besoin de plus de calme et de paix que ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, voilà, c'est une super lecture qui reste exigeante, comme je disais, mais qui mérite ses lettres de noblesse et qui montre que Sakaguchi, c'est vraiment un auteur qui maîtrise ses sujets et qui voilà, est capable de raconter toutes sortes d'histoires. Et j'avoue que voilà, quand on relit EQ, ça donne vraiment envie de lire Fleur de Pierre et de découvrir ce titre. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'à force, je craquerai et que je vais me le prendre. Voilà pour EQ. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. En tout cas, je vois... Ah, tu me l'as vendu, bah, écoute, tant mieux. Non, c'est pas un esthète puisqu'il il boit, il mange, il baise, il fait tout. Il s'en fout. Et c'est ça qui est drôle, en fait, justement. C'est de voir la rigueur disciplinaire des autres qui, finalement, il a un rival et ce rival, il est tout le temps dans la colère, la jalousie et il monte les échelons là et lui, il vit librement et l'autre est jaloux qu'il n'arrive pas à faire ça. Et c'est. Et c'est voilà, c'est intéressant justement d'avoir ces rivalités et tout. Là, je vous ai expliqué le début, mais après, à partir du moment où il rencontre les maîtres, c'est à partir du deuxième volume, il se passe énormément de choses. Donc là, vous allez découvrir tout ça, quoi. Euh, non, non, mais après, Asila, je pense que le côté lecture lourde, c'est vraiment le côté historique. Et ce côté, il est important pour remettre du contexte, mais quand t'es pas japonais, waouh, tu te retrouves avec des notions que voilà, si tu les as pas étudiées ou tu t'as pas lu plein d'œuvres sur ça, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis il y a tellement de fiefs, il y a tellement de gouverneurs, de sous-catégories, de machins. Enfin, il y a un moment, c'est pas que je lisais pas, mais c'est que les noms, je les sautais, quoi. C'est bien. C'est japonais random 3 qui dirige le fief random 15. C'est pas grave, quoi. Je veux dire, c'est pas l'essentiel. C'est juste voir les évolutions. C'est juste ça qui est intéressant. Voilà pour EQ. J'ai mis du temps à la lire, mais voilà, je suis assez content du petit retour que j'ai pu vous faire. Alors, on va enchaîner si vous n'avez rien de plus à dire sur EQ, puisque moi je vous invite. Bon, en tout cas, je vois que il y a beaucoup de commentaires. Euh, voilà, en tout cas, ça vous a hypé pour le lire. Et je pense que c'est vraiment une série qui vaut le coup d'être lue. Et ce serait dommage de passer à côté. Et à vous à vous de voir par rapport au contenu. Mais il faut pas lâcher. C'est un récit qu'il faut pas lâcher, qu'il faut aller jusqu'au bout. Et surtout, il faut pas le voir comme un récit de divertissement. Il faut vraiment le voir comme un récit qui est là pour essayer d'amener une réflexion et d'amener à nous questionner. Donc, et de montrer l'absurdité. C'est un manga à analyser, c'est un manga à prendre le temps de voir l'évolution de chaque personnage. Et alors, j'ai pas parlé du dessin, j'ai pas parlé de tout ça, mais on reconnaît bien les personnages. Il a vraiment des traits de caractère très précis pour chaque personnage. Ils sont assez faciles à reconnaître, même quand ils grandissent et tout. Et du coup, ouais, non, l'auteur, il arrive à dépeindre des histoires, des longues fresques assez incroyables sur un personnage où malgré tout, je pense qu'en termes d'information, ils n'ont pas non plus sa vie complète détaillée. Il a réussi à faire ça super bien, quoi. Avec pas mal de métaphores visuelles, notamment au niveau de l'araignée. Donc ouais, donc très cool. Et moi je suis très content d'avoir ma vieille édition. Par contre, dans cette vieille édition, je vous le dis, le premier volume est illisible parce qu'ils ont mis une police d'écriture. Voilà, vous voyez, ils l'ont pas fait sur le 2 et le 3, ils ont compris que c'était une erreur.
Mais en fait, ils ont mis cette police d'écriture. Et c'est pas l'impression, hein, parce que tous les autres bulles, il y en a pas là, ouais, regardez en bas, ça se lit très bien. Donc c'est vraiment la police d'écriture qui est dégueulasse. Et en fait, quand on lit, on a l'impression qu'il manque des traits. Et c'est très très désagréable à lire. Sur le papier, ça ressort très mal. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu ça à l'impression. Et finalement, ils ont changé de police après. Allez, planète interdite, planète verte, pardon, planète interdite. Oula, oula, oula. Euh, donc, planète verte, qui l'a lu, Planète verte de Kengo Shinzo? Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de le lire? N'hésitez pas à faire vos retours sur le chat. Donc, en 4 volumes, vous voyez ici, volume 3 et volume 4, vous voyez, c'est le manga chez Kurokawa. Pas besoin d'acheter 93 volumes, vous l'avez là. Hop. Alors du coup, donc c'est la première série de Kengo Shinzo qu'il a réalisée en 2013, un petit peu avant Tokyo Alien Bros. C'est également sa première expérience dans une publication hebdomadaire, hein. C'est une période qu'il a décrite comme difficile, parce que le rythme c'est avéré assez éprouvant. Et quand il est venu à Angoulême, hein, puisque rappelez-vous, il est venu dans les premières années à Angoulême avec le Lézard Noir, il avait confié de ne pas avoir gardé une image très positive de ce projet. Pour lui, il était un petit peu déçu. En tout cas, c'est pas une œuvre qui mettait en avant. Elle a beaucoup de lacunes pour lui. Et d'ailleurs, le Lézard Noir a publié son intégralité, mais il a édité La Planète Verte tout en dernier, très certainement grâce au succès d'Hirayazumi et des autres titres par écho, et ce qui limitait pour lui fortement le risque, hein, parce que là c'était 4 volumes et que du coup si ça plaisait pas, laisse tomber. Et là maintenant normalement on est à jour sur tout ce qu'a produit l'auteur, donc ça c'est une bonne nouvelle. Dans le sens où ça y est, on a tout. Bon, la mauvaise, c'est que du coup, maintenant, il faut attendre les nouvelles sorties. Alors, de quoi parle cette série? Donc, en fait, on va suivre 2 employés d'une livraison, d'une société de livraison qui s'appelle Tournesol. Et en fait, voilà, on les voit ici. Voilà, je vous mets comme il faut. Et en fait, au cours d'une tournée, ils s'écrasent sur une planète inconnue. Et sur cette planète, ils sont coincés et ils attendent les secours en attendant de pouvoir réparer leur planète. Et ils découvrent sur cette planète qu'il y a une civilisation d'amphibiens humanoïdes. Donc ces créatures à l'apparence de grenouilles qui sont à la fois naïves et bienveillantes et qui vont sympathiser avec. Donc en fait, on a ces 2 naufragés qui sont dépités par la situation, mais on a Takaishi qui est ici, qui lui sympathise très rapidement avec ses habitants, et son collègue Yamamoto, lui, il préfère rester près de la navette et refuser tout contact et plutôt essayer de la réparer et se barrer au plus vite. Donc on a 2 personnages au caractère très distinct, donc Tadaishi, qui n'est pas un modèle à suivre, puisque lui, il n'est pas méchant, mais c'est pas non plus le héros bienveillant et optimiste classique, hein. Il est assez égoïste. Il profite un peu trop de l'hospitalité des habitants et de la naïveté de ces grenouilles, et il se moque d'eux ouvertement, il abuse de leur gentillesse, il profite souvent de la situation pour avoir de la bouffe gratos, et il va même jusqu'à écrire sur le front d'une grenouille qui le colle tout le temps pour le reconnaître, parce qu'il ne les reconnaît pas. Alors il s'est dit pourquoi faire l'effort, je vais lui mettre une lettre sur le front. Voilà, moi ça m'avait beaucoup fait rire ça. Donc voilà, ils sont fous, voilà. Il est en mode le steak. Et un soir, Takaishi croit percevoir une silhouette humaine sur cette planète. Et intrigué, il va commencer à explorer. Hop là, on le voit ici. Hop, voilà, il a l'impression de voir une silhouette humaine. Et intrigué, il a décidé d'explorer davantage la planète. Et il va découvrir que cette planète cache pas mal de secrets et de mystères. Et apparemment, il y aurait potentiellement d'autres humains. Il y a aussi des légendes anciennes, il y a des symboles qui sont oubliés. Et surtout, il y a une croyance, celle de Messie venu du ciel, qui s'appelle Tournesol.
Et son t-shirt qui est à l'effigie d'un tournesol va être la source d'un immense quiproquo et on va mélanger justement ce messie et ces naufragés. Donc je dis pas plus pour vous laisser la surprise. Vous voyez la petite lettre qu'il a mis sur son front. Et donc, ce qui frappe dans la planète verte, c'est la capacité de Kengo Shinzo à réussir à relancer sans cesse son intrigue et de ne pas rester sur un récit convenu et routinier. Et en fait, il essaye vraiment de casser le rythme au fil des chapitres. Il essaye de nous surprendre et d'apporter régulièrement des rebondissements pour renouveler l'intérêt et nous laisser accrocher jusqu'à la fin. Pardon. Donc en fait, le récit, il dévoile progressivement les secrets de la planète, les secrets de ses habitants, tout en construisant un folklore original et qui va s'inspirer autant qui sont inspirés de nos références, mais qui sont subtilement détournés pour mieux nous déstabiliser par la suite. Et donc du coup, si le héros il évolue assez peu, les personnages secondaires, eux, ils gagnent pas mal en profondeur et on s'attache à leur évolution. Et notamment à la petite grenouille qui s'attache, qui colle au basque de Takaichi, qui voilà, on l'apprécie avec le temps. Et c'est vrai que visuellement, le trait se montre beaucoup plus brut que ce qu'on peut voir dans d'autres récits. Et il est moins abouti que dans Tokyo Land Bros ou Summer of Love, mais on sent qu'en fait que Shinzo Keigo, il n'a pas eu le temps de peaufiner chaque planche comme il aurait souhaité, mais je trouve que ça donne une sorte de spontanéité à la planche et une sorte d'énergie propre en fait qui se dégage de l'œuvre. Et je pense que c'est pour cela qu'il ne devait pas être très fier de ses histoires, comme il avait pu le mentionner à Angoulême, mais ça donne une impulsion, ce côté un peu vas-y, j'ai pas le temps et je donne ce que je peux, quoi. Donc c'est vrai que sur le fond, voilà, la planète verte, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est-à-dire que on y trouve les thématiques universelles, l'amitié, l'amour, la cupidité humaine. On va retrouver l'espoir et tout ça couplé avec le mythicisme des coutumes locales des grenouilles ou la légende du sauveur. Enfin, des trucs qui ont déjà été lus, si on veut, sur le papier. Mais c'est une sorte de melting pot de ce que l'auteur sait faire, en fait. C'est un mélange de tranches de vie, d'aventures, d'amitié profonde, d'histoires rocambolesques. Et en fait, même j'avais des fois l'impression de lire un peu le condensé de toutes ces petites histoires qu'il a fait en one-shot, de la tranche de vie de Tokyo Land Bros. Et c'est se concentrer de tout ce que Shinzo Keigo sait faire. Rien de révolutionnaire, certes, mais c'est fait en fait avec cœur. Et comme je disais, il y a beaucoup de rebondissements, c'est pas linéaire. Et ce qui fait qu'on passe un très bon moment. Donc, c'est-à-dire que La Planète Verte, c'est peut-être pas le chef-d'œuvre manga ou c'est peut-être pas le chef-d'œuvre de l'auteur, mais c'est une lecture qui est très agréable. En fait, c'est une aventure qui est assez sincère et qui témoigne en fait pour moi des débuts prometteurs de l'auteur, d'un futur auteur à succès. Et du coup, c'est un manga que je conseille chaleureusement à tous les amateurs déjà de l'auteur. Je pense qu'il faut y aller. Pour ceux qui ont envie de passer un bon moment de lecture. Après, ceux qui veulent découvrir l'auteur, peut-être que je conseillerais plus un Hirayazumi ou Tokyo Land Bros pour démarrer avant celui-ci, notamment pour avoir un style peut-être un poil plus moderne. Mais je trouve que voilà, j'ai passé un excellent moment et finalement j'ai dévoré les 4 volumes et à la fin j'ai fait ouais, c'était franchement cool, j'ai passé un très bon moment de lecture sans qu'on en sorte grandi, sans qu'on en ressorte en ayant appris un truc ou découvert une histoire totalement inédite. Et ben voilà, c'était un très bon moment de lecture. Et des fois, c'est bête, mais on ne demande pas plus à des mangas. Il ne faut pas chercher chaque fois des lectures prises de tête où il faut absolument renouveler le genre à chaque fois. Juste une lecture où on passe un bon moment et c'est cool. Voilà, donc c'était mon retour sur ce titre. Tu disais donc que tu as lu... Alors voilà, hop là.
beaucoup aimé, mais j'avais un peu de retard, un peu de mal à rentrer. Mais dès que ça passe, le volume 1, c'est top. Lu le premier volume de La Planète Vert, sympa, mais déroutant par rapport à l'auteur. Je préfère par exemple son one shot No Reaction. T'as pris le tome 2. C'est différent. Ce que je disais, c'est un peu différent, mais bon, on retrouve un peu, un peu de tout de ça. Bon, sympathique, mais pas son meilleur. J'ai adoré, ça m'a donné envie de relire, découvrir l'auteur. Donc toi, voilà, Irayazumi, c'est la meilleure série. Irayazumi, c'est une série feel good qui passe très très bien. Donc ce qui t'a frappé, Boris, c'est que tu as trouvé l'univers très tangible, bien développé, comme de la tranche de vie SF. Exactement, c'est ça. Et il arrive à développer son univers, renouveler et faire évoluer ses personnages. Donc ça, c'était très cool. Donc, alors la petite référence avec Pixar, je t'avoue, là, j'ai un peu oublié. Parce que je l'ai lu en août. Donc je t'avoue, là, ça date un petit peu. Voilà pour les deux lectures auxquelles j'ai pu faire une chronique. Après, vous savez que maintenant, je vais peut-être faire que deux chroniques ou trois si j'ai le temps, mais pas plus parce que finalement, après, je ne vous parle pas des autres titres. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de titres que je lis des fois et ça peut être juste cool de l'aborder sans en faire une critique complète, ou ça n'empêche pas d'en faire une critique plus tard, plus détaillée. Donc, dans les livres que j'avais depuis un moment, j'ai lu ce livre-là. Donc ça va être des retours rapides. L'attente, il faut savoir que c'est Arnaud qui m'a offert ce livre, qui me l'a fait dédicacer par l'autrice. Donc merci encore Arnaud pour ce beau cadeau. Et du coup, donc l'attente, donc de Kumsuk Gentry Kim, alors, la prononciation m'en voulait pas. Et c'était une histoire qui était très jolie en fait, mais qui est toujours pareil avec la Corée assez triste. Et en fait, comme il dit, c'est une famille coréenne brisée par la partition du pays. Et en fait, effectivement, on va suivre une vieille dame où sa fille essaye de noter un peu ses mémoires. Donc une vieille dame qui a été séparée en fait de sa famille, en tout cas une partie de sa famille, son père, son mari et son fils, qui malheureusement au moment de la guerre ont dû se réfugier dans les deux parties de la Corée différentes, sauf que non, j'avais pu se revoir. Et il y a une émission, donc elle demande de raconter sa jeunesse, donc on va comprendre sa jeunesse, comment c'était la Corée à cette époque, comment ils se sont séparés. Et en plus dedans, il va y avoir une émission de télé qui fait rencontrer justement les auteurs. Si c'est Mauvaise Herbe, c'est la même autrice, qui fait rencontrer justement des familles de Corée du Nord et de Corée du Sud pour quelques heures seulement, et il y a des personnes qui sont tirées au sort et qui peuvent voir leur famille 40 ans plus tard, le temps de 2 heures pour juste discuter, mais ils ne se connaissent même pas, c'est des liens de sang, mais c'est tout. Et c'est une histoire qui est très touchante, qui est très triste bien sûr, puisque sa mère, elle, n'est pas tirée au sort, c'est plutôt son ami qui on l'explique via son ami. Et finalement, voilà, c'est à se mettre à leur place et de ce qu'elles ont vécu et tout. Voilà, c'est le genre de série qui fait toujours réfléchir sur nos petits problèmes du quotidien. Alors, il y a toujours pire dans la vie, on peut toujours trouver pire. Mais il y a des fois, quand tu lis ça, tu fais on va pas se plaindre. Hein, on va pas se plaindre, on est quand même plutôt bien. Donc c'est un titre qui est très bien, franchement très très bien, très touchant, et qui se lit très vite, très bien écrit. Donc voilà, donc je peux que vous recommander de découvrir L'attente. Alors je vais juste regarder si j'avais pris d'autres notes, parce que j'ai pas pris mes trucs. Non, c'est pas ça, c'est une note. Hop, parce que là j'ai vraiment peut-être pris quelques bullet points, mais c'est tout. J'avoue, j'ai pas... Hop là. Voilà L'attente. Donc ouais, donc il expliquait aussi que justement quand elle était plus jeune,
il y avait déjà la discrimination directe dans la famille, puis c'était une fille, et donc du coup, ben, elle n'avait pas le droit à l'éducation. Tous les bons morceaux d'aliments, c'était les garçons, et elle se tapait les restes, et que voilà, c'était comme ça. Et il était très pauvre, il mangeait pas à sa faim. Elle a été obligée de se marier pour ne pas être kidnappée par un japonais. Enfin, c'est que des choses comme ça. Et du coup, voilà, ça raconte vraiment ben, toute l'inquiétude qu'elle a eue au moment où ils se sont séparés, au moment où ils se sont perdus de vue. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, finalement, ils se sont perdus de vue. Et le déchirement et l'émotion que ça a été. Et surtout, en plus, on se rend compte que ben, genre son beau-frère l'a pas aidé, des trucs comme ça. Enfin, c'était un peu chacun se démerde. Et voilà, donc c'est vraiment un moment de vie, une biographie racontée, et très très bien racontée. Et comme je disais, oui, c'est la même autrice que Mauvaise Herbe, qui racontait ces filles ces filles qui étaient filles de joie imposées hein, pour les soldats. Très triste comme histoire aussi. C'est un gros pavé, Mauvaise Herbe, que j'avais déjà pu parler aussi sur la chaîne. Donc c'est une autrice que j'aime beaucoup et que je pense que je lirai d'autres œuvres d'elle. Je pense sûrement en avoir d'autres, mais je ne sais pas. Il faut que je check. Voilà pour le retour sur celui-ci. Après, un autre livre que j'aime, c'est celui-ci. La dernière fois, je vous avais dit qu'on avait montré la Mangatech, et je vais les lire, ces deux livres. Parce que là, on va plus attendre maintenant, ça suffit. Et donc, j'ai lu Chronique de l'île éphémère que j'avais acheté sur un moment de folie à Angoulême. Donc du coup, ça y est, je l'ai lu dans cette grosse édition à 45 balles. Et donc, c'est plusieurs petites histoires qui se passent sur une île. Alors j'avoue, ça fait quelques temps là que je l'ai lu. Il faut que je me replonge dedans. Non, j'ai pris aucune note. Ouais, c'est bien, Julien. Alors, du coup, ça sera que de tête. Donc, il y a 4 histoires qui se passent justement sur des aviateurs, sur l'île, etc. Alors, visuellement, c'est très joli. Il faut aimer le style ou pas, hein, mais c'est très très joli. Ça raconte ces petites histoires plus ou moins entremêlées. Et quand on arrive à la fin, parce que je ne peux pas vous dire plus sur les histoires, il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire. Mais quand on arrive à la fin, on a. Alors, je vous montre plutôt des planches. Hein. Vous voyez, c'est très beau. C'est très très joli. Hop là, le grand format passe très bien. Hein. J'essaye de me rassurer. On est acheté. Donc il y a en fait ces 3 portraits de femmes dans les environs de cette île éphémère. Et à la fin, on a cette fameuse interview de 33 pages, écrit en 58, police 58. Bon, je l'ai lu, c'est un peu long à lire parce qu'elle est quand même assez longue. Et en fait, j'apprends dedans que c'est une préquelle à un projet d'animation. Donc, en soi, bon, ben, c'est sympa. Mais vu que c'est qu'une préquelle, ça raconte pas grand-chose, ces trucs-là. Et donc, finalement, bah, il faut voir le film. Alors, je devais regarder s'il est sorti, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, c'est très intéressant, l'interview. Je ne peux pas dire qu'elle n'est pas intéressante, c'est juste que voilà, ils se sont un peu moqués de nous sur les pages. Hein. C'était peut-être une interview de 20 pages dans une écriture normale. Mais voilà, c'est plus un objet qu'on va acheter pour le plaisir visuel. Alors, il faut savoir que c'est sur Mangayo aussi. Donc, vous pouvez le lire. Dessus et vous faire votre propre avis. J'avoue que c'était très sympa, mais c'est pas le titre que j'aurais gardé absolument dans ma collection. Je suis content parce que j'ai une dédicace de l'auteur dessus qui est là, voilà, qui l'a fait, qui est ici, et j'ai un original avec qu'on pouvait choisir à Angoulême. Alors je vais pas le sortir, mais un original avec. Mais sinon, on va dire que visuellement c'est beau, mais le contenu même est un peu léger, c'est un peu cryptique, c'est une sorte de preview en fait, c'est plutôt une mise en bouche du potentiel film d'animation. Voilà. Donc pas plus que ça reste une lecture rapide. Et effectivement, je pense qu'ils ont pensé aux vieux lecteurs en se disant dans 30 ans, j'aurai besoin de grosses lunettes et de loupes. Comme ça, dans 30 ans, je pourrai le relire.
Vous avez bien raison. Donc parfait. Donc voilà pour ça. Ensuite, bienvenue. Baba Geek. Alors attends, j'ai trop de livres, j'ai beaucoup de livres. La dernière fois, j'ai acheté celui-ci et du coup, je l'ai lu. Un lézard noir. J'ai pas de Imo ce soir. Je sais pas s'il y a encore là Benoît, mais j'ai pas de Imo ce soir. Bientôt. Bientôt, j'en aurai plein. Alors, je serai là ce soir. Quand je ne serai plus là. J'invente les titres, c'est assez incroyable. Donc, quand je ne serai plus là, donc Osamu Yamamoto, c'est un auteur que vous connaissez, puisque c'est un auteur qui a dessiné The Red Rat in Hollywood, et avant qui avait dessiné L'Orchestre des Doigts, deux mangas, donc Red Rat, je vous ai fait une critique dessus, et L'Orchestre des Doigts, j'ai pu vous le montrer lors d'une mangatech. Et ben voilà, Lézard Noir a publié ce titre, et en fait c'est un titre qui est très touchant, qui m'a beaucoup plu. Alors c'est pas un titre que je considère comme absolument indispensable, révolutionnaire, mais voilà, comme tu dis Adrien, c'est le titre qui peut tirer sa petite larme pour ceux que ça va toucher le plus, notamment au niveau des animaux, et en fait c'est une personne âgée à qui on va lui trouver malheureusement un cancer en phase très avancée, et il va avoir 6 mois pour rester à vivre, et en fait il a un animal, et il va faire en sorte d'essayer de trouver un foyer pour lui. Et donc, alors on est à l'époque où c'est des cybercafés, des machins, donc il va trouver des annonces de chiens, il va aller visiter, etc. Il va se rendre compte que trouver des familles d'accueil, c'est compliqué, personne n'en veut, et par la force des choses, parce qu'après, oui, donc il va découvrir aussi surtout tout l'envers de ce qui se passe. C'est-à-dire que, en gros, lui, il voulait mettre son chien au refuge, et là, on nous montre la réalité, ce que c'est. C'est-à-dire la réalité de... et là, le manga peut être assez violent sur ça. La réalité de, ouais, mais en fait, quand il y a trop de chiens, on est obligé de les gazer, quoi. Et donc, justement, avec toute la colère de la directrice qui dit non, mais enfin, qui le fait culpabiliser de vouloir abandonner son chien, qui n'est pas au courant qu'il est malade, et en fait, qui justement sensibilise énormément sur l'abandon animal. Et vous savez que ça, c'est un énorme problème aujourd'hui dans tous les pays, notamment chez nous. Les SPA et associations sont remplis d'animaux abandonnés parce que beaucoup de familles achètent un chien, un chat, surtout un chien on va dire, et puis c'est mignon, ça grandit, puis c'est chiant, et puis c'était sympa pour les enfants ils sont délaissés, ils veulent partir en vacances, et puis c'est plus simple d'abandonner le chien. Voilà, donc, et apparemment pour beaucoup ça ne pose aucun problème. Donc c'est une situation assez délirante, et quand on est sensibilisé à ce genre de sujet, donc c'est pas quelque chose qui m'a surpris, choqué, mais je pense que pour quelqu'un qui un peu limité, du coup ça peut le surprendre. Donc du coup c'est quand même très intéressant. Et bon, il va avoir quelques problèmes, etc. Donc c'est un manga qui est très touchant, qui va vraiment finalement c'est le fait qu'il soit malade, c'est vraiment tourné sur l'animal en fait. C'est-à-dire c'est comment lui offrir un foyer quand il n'est plus là, c'est quoi aujourd'hui les solutions qu'il peut trouver, et en fait lui il a un compte à rebours qui tourne, et il veut pas abandonner son chien, quoi. Enfin il veut pas, il veut absolument quand il soit plus là, il ait quelqu'un, et donc il essaye de trouver ce foyer. Donc c'est un manga qui est, comme dit, très touchant, qui se lit très bien, qui est dans la même veine en fait que ce qu'il a pu faire. Je ressens un petit peu son ambiance et son trait qu'il a pu faire ailleurs, dans ses autres séries, et c'est un manga que je peux vous recommander, sans que ce soit, bien sûr, le manga qui est le manga indispensable, mais c'est une très bonne lecture en fait. C'est ça le truc. Alors c'est toujours pareil, on va souvent se répéter en mode, est-ce qu'on doit acheter que des chefs-d'œuvre et que des trucs
À partir du moment où c'est un manga qui est bien raconté, qui est touchant, qui aborde des sujets importants, et justement, je trouve qu'il n'est pas trop mélo, en fait. Il part pas trop dans le pathos de oh là là, il va mourir, le pauvre chien, patati. Non, non, au contraire. Il n'est pas du tout dans ce truc-là. Il est plus à montrer la réalité, en fait, de la situation via le chien et ce vieux monsieur. Et bien sûr, en plus, c'est quelque chose qui finit enfin, positivement en plus. Donc, c'est plutôt agréable. Alors après, effectivement, comme tu dis, la fin, la fin est peut-être un peu facile, effectivement, mais c'est pas grave parce que t'as pas envie d'autre chose, t'as pas envie que ça se passe mal, en fait. Donc finalement, une fin positive, c'est bien aussi. Donc voilà, quand je ne serai plus là, de Yamamoto, c'est pour moi, ça fait partie des mangas qui sont comment, il faut arriver à trouver une classification toujours de ne pas dire voilà, indispensable machin. Je pense que c'est passé maintenant de dire ça. On dit ça pour beaucoup de choses, mais ça fait partie plutôt de ces mangas, on va dire secondaires, qui méritent d'être lus en fait. C'est plutôt ça. Ils méritent d'être lus. Dans le sens où, oui, c'est peut-être pas une priorité de lecture, mais c'est pas quelque chose en mode, ouais, bof. Autant il y a des mangas, ils ne méritent pas d'être lus. Je pense que lui, il mérite d'être lu. Voilà pour ça. Sinon, dans ce que j'ai pu acheter en manga et lu, parce qu'après le reste, c'est juste ce que j'ai acheté, j'ai acheté le dernier Asano. Alors, j'avais failli de ne pas le prendre, j'avoue. Voilà, alors avec la couverture réversible. J'avais pas le prendre, puis quand j'ai vu le format, j'ai fait oh le format il est cool celui-là. Donc j'ai envie de le. Finalement ça me tente bien et j'ai envie de le lire. Donc un petit tour rapide parce que c'est vraiment le volume 1, donc on va pas passer 100 ans. Là cette fois Asano, ce qui est intéressant c'est qu'il va vers de l'action, donc avec des Mujina qui sont des nanas chasseuses de primes on va dire, mais qui sont totalement hors système. Et on va avoir bien sûr des Mujina qui font un peu la guerre et tout ça. Et notamment une influenceuse, donc il va intégrer justement le pouvoir des réseaux sociaux, un phénomène au Japon qui fait qu'il y a des jeunes qui vivent dans Tokyo mais qui n'ont plus de toit. Et en même temps, mais c'est pas trop pour l'instant mis en avant, c'est le côté où il y a les vieux de 80 ans et ils n'ont plus les mêmes droits civiques que les autres. Et en fait, les Mujina, finalement, ce n'est pas le personnage principal, c'est un créateur de jeux vidéo, qu'on va voir là, voilà, c'est lui, que l'on va suivre et qui va se retrouver avec ces deux Mujina chez lui. Et alors c'est un truc très très action qui se lit très bien. Asano s'en sort super bien dans le truc, un peu crapuleux pour les adultes. Attends, on va passer les paires de nichons. Un peu crapuleux pour les adultes. Et c'est un volume 1, donc on ne sait pas encore vers où il va aller, mais on retrouve ces thématiques un peu sociales cachées derrière son action. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que dans l'interview qu'il y a dans Atom, le dernier Atom, bah, il explique que maintenant, il sera plus en capacité de... il sera plus en capacité de dessiner des œuvres comme avant, en fait. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, on avait déjà pu en discuter quand j'avais chroniqué Demon Destruction. J'avais dit, voilà, on voit qu'Asano, il prend un virage clair, là, vers de la SF. Mais en tout cas, le côté social, dramatique, il arrête. Ça y est, c'est fini. C'est ses œuvres de jeunesse, mais il considère que maintenant, il n'arrive plus à raconter, c'est plus ce qu'il veut faire. Donc ça, voilà. Donc ça, on sait que maintenant, il y a du Asano qui est comme ça. Le seul truc, c'est que je sais pas ce qu'il a avec les nichons, mais alors, genre la nana... Attends, est-ce que je peux retrouver ce truc? La nana, voilà. La nana là, que le développeur, là, enfin le chef d'entreprise fait, pourquoi tu me fais des nichons comme ça? Je ne comprends pas. En fait, c'est dommage parce qu'à faire des personnages abusés comme ça, là, ça fait un peu... alors c'est une gamine. La gamine plate, le machin ci. Et là, ça fait un peu cliché dans les personnages. Ça, j'ai pas trop aimé. Le truc, c'est que
ben, tu dis, mais pourquoi tu me fais ça en fait? Pourquoi surtout tu me fais des zooms comme ça dessus? J'ai pas besoin que son t-shirt sans soutif, sans machin, que tu insistes dessus. Et je sais pas, il y a un truc, on verra si ça va vraiment servir le récit, mais c'est dommage parce que ça, c'est le genre de truc qui fait fuir le lectorat féminin immédiatement, quoi. Donc, je n'ai pas trop compris le délire qu'il y a eu. Mais bon, en tout cas, ça reste quand même, pour moi, pour l'instant, un bon récit. C'est prenant, j'ai envie de savoir la suite, donc j'achèterai la suite. Voilà, et puis amateur de petits shorts courts, vous allez vous régaler parce que là, il n'y a que ça. Mais sinon, ça reste à réserver aux plus grands parce qu'il y a beaucoup de scènes érotiques. Donc pour l'instant, ça va. Je reste sur un avis positif, même si j'ai quelques petits griefs à gauche, à droite, comme vous avez pu le voir, notamment sur la représentation féminine au niveau des corps. Je pense qu'il y a mieux à faire que faire ça. C'est un peu la facilité, c'est un peu dommage. Un tiers des personnages sont tirés de ces anciens mangas. Ah bon, j'ai pas fait gaffe de ça. Voilà. Donc après Bonnie Poon Poon, j'en ai fait une critique pendant très longtemps. Donc du coup, ça, je vous laisserai enfin, très longue, je vous laisserai la voir. Désolé, je m'entends même plus parler à partir d'une certaine heure. Sinon, j'ai lu ça. Unico tome 2. Et oui, on a Unico, la suite de l'histoire. Hein, où il est dans un nouveau pays, on le pourchasse. Et du coup, c'est tout mignon. Et voilà, c'est mignon comme tout. C'est pour les petits. Pas que, mais voilà. C'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les designs. Donc ça, typiquement, Wariba, je te permets pas. Ça, typiquement, voilà, vous avez des enfants. Il y a même des parties qui font un tout petit peu un peu peur, entre guillemets. Et on passe un très bon moment. Donc moi, voilà, je l'ai lu et j'ai passé un très bon moment sur Unico. Il y aura 4 volumes. Je vais pas vous faire une critique de ça, hein, parce que ça, c'est bon, on va s'en passer. Mais voilà, j'apprécie ma lecture avec les DS et tout. On redécouvre comment ça s'appelle, l'univers d'Unico de manière un peu modernisée. Voilà. Pas plus. Vivement la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, pour finir dans les achats manga, parce que la dernière fois j'avais totalement oublié de les présenter, et après, hop, je vais pouvoir mettre ça là-bas, et après on va pouvoir passer aux comics. Donc, j'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, mais la suite de Don't Call It Mystery chez Noévé, ils sont là, ils existent, ils sont là, regardez, ils existent. Du coup, c'est intéressant parce qu'on peut voir la différence par rapport à avant. Donc clairement, bon, mais c'est bien, ils ont viré tous les effets qui servaient à rien, ils ont juste gardé un petit peu de brillant, on va dire, dessus. Le seul truc que je pourrais leur reprocher, je n'ai pas lu, c'est que par contre ils sont très rigides. Vous voyez la pliure au milieu là, c'est illisible. Donc, je sens que ça va un peu me gonfler. Oui, ça va glisser des mains tellement que c'est rigide. C'est incroyable. J'ai pas de Meian chez moi quasiment. On m'a toujours dit que la qualité Meian était incroyable. Ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. C'est pas vrai. Elle est pas incroyable. Parce que franchement, si les petits Meian sont comme ça, ben, c'est pas génial, je trouve. Voilà, j'étais un peu déçu. Après, honnêtement, je m'en fous. Je suis très content d'avoir. Je suis très. Oui, mais enfin, quand je dis Meian, c'est IDP, c'est la fabrication IDP. Donc voilà, c'est pas grave, je suis content de les avoir. Je préfère ça que rien du tout, honnêtement. Hein, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que quand on était habitué à un truc souple, voilà, ceux-là, ils font. Ouais, il va falloir les travailler un peu avant de les lire. Hein. Donc voilà, et après j'ai pris ça, les Cyborg 009. Vous savez à quel point la première série m'avait ennuyé. Je me dis, espérons que la deuxième série, cette série-là qui n'a pas été dessinée par Ishinomori, hein, bien sûr, soit bien. C'est 6 volumes, je me suis dit, allez, ça c'est de l'achat collectionnite, on va l'acheter pour le plaisir de redécouvrir Cyborg 009 et peut-être ça me donnera envie de relire ça. Donc c'est pas la fabrication habituelle, vous me dites.
Eh bien écoutez, voilà, au moins on est comment dire, on sait à quoi s'attendre. Mais voilà, écoutez, moi je suis content parce que donc Calling Mystery, c'est génial et j'ai hâte de lire la suite. Pour Cyborg 009, ben voilà, on va acheter, on verra pour plus tard ce que ça vaut. Sinon, j'ai acheté ce manga, Kishutenyo. Donc j'ai pris le coffret parce que c'était le même prix. Et du coup, hop là, avec le petit ex-libris là, je sais pas quoi. Voilà, très joli. Très joli, très joli. Hop là. Et donc du coup, ça, on en parlera. Donc de Yoshida, on en parle. Là, lui, il est souple, il est plus agréable. Oula, c'est très jaune. On en parlera lors d'un live de lecture commune avec Badass et Mangas, avec l'Overkiss. Donc, ça sera l'occasion d'en parler là-bas. Donc, sur la chaîne, je n'en parlerai pas trop, je le survolerai. Je vous laisserai le découvrir, mais ça a l'air génial. Les petits effets sur la bouche, là. Voilà. Donc ça, c'est mes prochaines lectures avec l'Overkiss pour pouvoir faire le live parce que les copains m'attendent et je les sens impatients. Je les sens impatients là. Non, ils m'ont rien dit, mais je pense qu'ils ont envie de faire le live bientôt et c'est moi qui bloque. Voilà. C'est parce que c'est la même autrice que Banana Fish. Voilà pourquoi. Allez, rentre. Par contre, voilà, les coffrets c'est cool, mais alors rentrer les livres. Pourquoi j'ai pris un coffret moi ? Je suis débile. Allez. Ensuite, toujours chez Panini. Donc, je vous dis qu'ils sortent beaucoup de titres. Alors, ça faisait un petit moment qu'ils étaient sortis, mais je ne les avais pas pris. C'était Kokoro. La vie de Léonard de Vinci. Apparemment, ça se lit très très bien. C'est très très cool à lire. Je me dis, bon, de toute façon, c'est du Kawaguchi. Donc, voilà. On peut pas dire qu'il ne sait pas raconter des histoires. Apparemment, il y a des petites coquineries dedans aussi. Donc, je me dis, toutes ces coquineries m'ont donné envie. Donc, voilà. J'ai acheté aussi le 8e tome de Blackjack. Donc, la suite de l'histoire. Je ne l'ai même pas ouvert encore. Donc, ça, pareil, il faut que je lise mes petites histoires au fur et à mesure. Écoutez, on en est à quoi, là ? 8 sur 17, je suis quasiment à la moitié de... J'ai un quart de SMIC là à peu près, en dépenses. Ensuite, on y va, hop. C'est pas exactement du manga, mais hop, il y avait ça. Donc c'est les 3 magazines, je crois que je vous avais présenté, je sais plus si vous en avez parlé ou pas, mais c'est l'occasion. Otomo, une spéciale Evangelion, donc avec plein d'articles dessus. Donc ça, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Donc ça, je vais me le lire. On a Animeland, spécial Evangelion, ça tombe bien. Donc ça aussi, ça c'est ma prochaine lecture, puisque j'ai fini le dernier atome. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Et au sommaire, alors attendez, celui-ci, je sais plus, on va regarder. Oh, le sommaire, il est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on avait là du coup ? Donc, c'est des super robots, Neon Genesis Evangelion, Hideo Anno, Shin Evangelion. Que reste-t-il d'Evangelion ? Et ensuite, on a du Dragon Quest, etc. etc. Et sur Animeland, voilà, donc on a le dossier Eva avec Genax, l'Expo 30 ans, rencontre avec le vice-président, l'infographie, contexte et conséquences, les origines et productions, des réalisateurs, designers, scénaristes, des portraits, le manga, la chanteuse, l'animateur 3D et les 30 ans à la Japan Expo. Et après, il y a les héritiers de Genax. Donc, un programme qui a l'air très très cool pour cet Animeland. Et le Atom que j'ai reçu, que j'ai lu, je l'ai fini aujourd'hui. Et justement, dans le Atom, il y avait plein de trucs hyper intéressants.
Si ça vous intéresse, peut-être que je pourrais vous faire des retours, des fois rapides. Donc il y a le Asano, et justement dans le Asano, il expliquait qu'il n'était plus capable de faire ça. On a donc Anji Matono qui fait les 100 contes d'horreur, un truc comme ça. Ça m'a donné envie de découvrir son œuvre. Donc j'attends que tout ça complet et je me dis peut-être que je me lancerai dedans. Celui-ci, donc Toru qui fait Sanctuary, bon, ça m'a moins donné envie, ça c'était un peu trop shonen, la manière dont c'était raconté. On avait une avant-première de Yokai Giga, on avait donc Batan. Alors Batan, ça a l'air très sympa ce qu'elle racontait, mais je sais pas si c'est vraiment le type d'histoire que j'ai vraiment envie de lire en ce moment. Et on avait, celui qui dessine, alors c'est Guten Yamada, je sais pas comment il s'appelle le manga, 86, j'ai oublié. C'est voilà, Shimazaki. Et c'est vrai que Shimazaki, voilà, j'aime beaucoup le dessin. Et ça me tentait bien de faire ça. Alors, j'ai pas lu, ça va dans la veine de Sakamoto Days, etc., de The Fable et tout ça. Donc je me dis, pourquoi pas. En tout cas, voilà, le Atom, très bien. Je me suis régalé à le lire, j'ai tout lu. Et là, je vais m'attaquer le Eva d'Animeland. Voilà pour les magazines. Voilà pour la partie manga. Il est 11h les gars, et j'ai pas fait la BD et le comics et j'ai 3 milliards de trucs. Vraiment. J'ai vraiment 3 milliards de trucs. Vous le voyez pas, mais c'est juste là en fait. Là, j'ai 3 milliards de trucs. Vous êtes chaud ou pas là? Vous êtes chaud ou j'arrête mon live? Parce que je vous ai épargné des lectures, hein, parce que j'ai lu d'autres trucs manga. J'ai lu, je voulais pas parler, mais j'ai lu Yon, les 2 premiers volumes de Yon. En fait, j'ai lu ça là. Je vais vous montrer rapidement. Je vais pas rester 100 ans dessus parce que. Mais j'ai lu Yon sur Manga.io, les 2 premiers volumes, en fait, les chapitres qu'il y avait. Et franchement, Yon, c'est très sympa. Au début, j'étais un peu mitigé, très peu de texte, beaucoup très visuel. Et finalement, maintenant que l'histoire s'est posée, là, ça y est, des vraies interactions de survie à l'intérieur. Et en gros, l'histoire, c'est une sorte de petite sphère qui tombe régulièrement, qui fait des épiphénomènes. Et en fait, il y a des filles qui vont rester enfermées dans l'établissement où elles sont, et au lieu de s'échapper. Et du coup, c'est tout un truc de survie. Et ça se lit très bien, c'est un manga français de mémoire. Ça se lit très bien, et là j'en suis à jour, là, j'ai lu les 14. Et il y aura 4 tomes en tout. Donc si je vous montre juste le premier chapitre, voilà, combo, c'est là. Voilà, je vous montre un peu les dessins. Et franchement, c'est très bien dessiné. C'est très cool à. Ça passe très bien quoi. Donc voilà, moi je vous invite je vous invite à découvrir ça, et en plus c'est sur Manga.io. Sinon j'avais lu aussi alors ça c'était quand j'étais chez mon pote là, il avait les Kamen Rider, donc j'ai lu le Kamen Rider Amazon par Ishinomori que je n'ai pas acheté. Et bonsoir Arnaud. Et en fait le Kamen Rider Amazon en soi, l'histoire est sympathique mais très vite limitée, et l'intérêt c'est qu'il a voulu faire une sorte de storyboard à la fin où il raconte l'histoire en storyboard parce qu'Ishinomori a toujours aimé le cinéma, et en fait plus ça va et plus le storyboard disparaît pour faire du manga, donc c'est assez rigolo, et c'est fait un peu projet hybride. À la limite, si je dois acheter celui-ci, ça serait pas mal. Par contre, il y avait un autre Kamen Rider qui est le V3X. Et le V3X, c'est très mauvais, je vous le dis. Déjà, c'est pas lui qui dessine, mais même, c'est vraiment 2 produits qui accompagnent la série télé, et ça développe rien du tout. Alors l'autre, c'était limite, mais ça développe rien du tout. C'est inintéressant à lire, et finalement, à part peut-être une histoire ou deux qui sont mieux, tout le reste, je comprends même pas l'intérêt d'avoir sorti ça en fait. Donc, bon, en tout cas, ils l'ont sorti. Et après, rapidement dans les lectures, j'ai pu lire les Spy Family 13 et 14. C'est une série que je lis de temps en temps. Et Spy Family, c'est toujours pareil, c'est très en dents de scie. C'est-à-dire que je peux passer un excellent moment de lecture.
Et puis, pendant 3 ou 4 chapitres, mais m'ennuyer comme pas possible parce que, ben, en fait, l'histoire avance pas, ou ils sont partis sur de la blague ou du machin, et des fois, c'est drôle, mais quand c'est vraiment des petits trucs à l'école où il se passe rien, donc c'est tout le temps comme ça. Donc des fois, je me régale, et des fois, mais voilà. Donc la série, je lis un peu en mode détente. Sans plus. Oui, Amazon, c'est plus gore, il est un peu violent. C'est pour ça qu'Amazon est pas mal. Il est pas mal. Donc voilà. Donc non, dans les comics, il n'y a pas de Batman. En fait, je pense que j'ai quasiment lu aucun Batman, et c'est pas le héros qui m'intéresse le plus. Et puis tout le monde lit Batman. Donc c'est comme si tu me disais, dans les mangas, t'as lu Naruto, quoi. Alors, vous savez que dans mes trucs de lecture, j'essaye d'essayer de prendre des chemins un petit peu plus de traverse. Ça veut pas dire que je lirai pas des super-héros ou autres, hein, mais au contraire, je vais en lire. Mais je vais peut-être pas lire l'équivalent des gros shonen immédiatement, quoi. Je vais peut-être lire autre chose avant. Voilà, même s'il y a des choses que j'ai envie de lire ou attaquer certains univers par des points d'entrée. Hop là. Oula, mon truc est parti. Allez, je propose que on passe aux comics. On va commencer par les aliens. En fait, je pense